Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique organisée pour la première fois en terre africaine au Kenya. Au total, 113 accords commerciaux ont été conclus à Nairobi, donc au Kenya, entre des entreprises japonaises et le continent africain. Cette 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a vu la signature de 73 accords entre le continent et le Japon. Ces accords couvrent plusieurs secteurs, notamment l'énergie, la nourriture, les infrastructures, la santé, la finance et la sécurité. La TICAD est organisée conjointement par l'ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Japon. Elle est une opportunité pour l'Afrique d'attirer des capitaux japonais. Nous avons signé un document important pour la promotion et la protection des investissements et nous espérons que cela incitera le secteur privé japonais à investir au Kenya. La conférence a connu la participation d'une trentaine de chefs d'État. Pour Tokyo, elle représente le moyen de se démarquer des autres grandes puissances économiques investissant sur le continent africain. Nous nous sommes mis d'accord pour promouvoir le commerce et l'investissement. Nous venons juste de signer un accord d'investissement, ce qui est une étape importante. Nous allons accélérer les consultations dans l'optique de conclure un traité sur les taxes. Le Japon s'est engagé à investir quelques 30 milliards de dollars en Afrique sur les 3 prochaines années. Des investissements qui viseront principalement la mise en œuvre des objectifs choisis pour cette TICAD. Il s'agit entre autres de l'industrialisation et la diversification de l'économie africaine, l'amélioration des soins de santé et la stabilisation de l'Afrique minée par de nombreuses crises. En prélude au sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime prévu du 10 au 15 novembre prochain à Lomé au Togo, le Haut Conseil pour la mer a tenu son 3e conseil annuel, un conseil présidé par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Faire du secteur maritime un levier essentiel du développement économique et de l'inclusion sociale au Togo. C'est l'objectif que poursuit le chef de l'État togolais en créant le Haut Conseil pour la mer en 2014. Le rapport présenté par le Premier ministre lors de la 3e réunion annuelle de cette institution renforce l'objectif. Le cadre institutionnel, juridique, réglementaire, structurel de l'État en mer a été renforcé et enrichi par l'effectivité du nouveau code pénal. Plusieurs d'autres lois et codes ont été votés, de même que des conventions internationales ont été ratifiées pour la sécurité et la sûreté maritime au Togo. La coordination entre les départements ministériels et entre les administrations assurées au plan politique, stratégique et opérationnel doit se poursuivre et doit s'améliorer. Pour ce qui est des navires de commerce et de pêche battant pavillon togolais, pour qu'il y ait une suspension des immatriculations. Un communiqué final a sanctionné cette 3e réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer tenue à 45 jours du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime pour le développement en Afrique prévu dans ce pays. Les chefs d'entreprise et opérateurs économiques béninois se mettent en réseau pour peaufiner leur stratégie de mobilisation des ressources. C'est à l'initiative d'une ONG dénommée Social Event. La rencontre, qui en était à sa première édition vendredi dernier, a drainé du monde autour du partage d'expériences. Cette initiative vise à créer une synergie entre les opérateurs et responsables d'entreprises. C'est surtout une aubaine pour les débutants en affaires de s'approprier les contours du métier d'entrepreneur afin de minimiser le risque. Nous avons alors décidé de créer un cadre incitatif pour permettre à ces jeunes entrepreneurs porteurs d'idées de rencontrer des hommes d'affaires expérimentés pour les accompagner dans leurs idées de projet et des entrepreneurs associés. Social Event fera le suivi auprès des jeunes entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Notre mission, c'est de veiller à ce que les jeunes entrepreneurs puissent réellement tirer profit de cette rencontre. Pour l'ONG organisatrice de cette rencontre, l'objectif à terme est de permettre aux opérateurs innovants de bénéficier de l'accompagnement des banques.
En termes d'innovation, Benellogy, une entreprise spécialisée dans la géolocalisation, a été identifiée pour partager ses expériences. Et c'est une toute nouvelle technologie que nous apportons au Bénin. Et notre ambition, c'est de rassembler le maximum d'entreprises possibles au sein de ces structures. Donc je lance un appel aux différentes entreprises de la place de ne pas hésiter à venir s'inscrire sur notre plateforme afin d'intégrer justement cette dynamique-là et de contribuer à l'essor économique de notre pays tout en améliorant valablement leur chiffre d'affaires. Pour cette première édition, les organisateurs peuvent se frotter les mains, fiers d'avoir mis sur piste une idée qui va rouler vite et atteindre le sommet du couronnement. Les nouvelles des cours des matières premières agricoles. Le café a suivi des trajectoires divergentes à Londres et New York la semaine écoulée, tandis que le cacao a subi une petite correction et que le sucre a légèrement accru ses bénéfices. Des précisions dans ce reportage. Les prix du café ont évolué en ordre dispersé des deux côtés de l'Atlantique cette semaine. Ils se sont affichés en léger déclin à Londres, mais en petite hausse à New York, dans un marché qui attendait d'en savoir plus sur l'état de la prochaine récolte avant de se prononcer. Selon des analystes du marché, les producteurs sont désormais moins enclins à vendre avant d'avoir une meilleure idée de la prochaine production, notamment au Brésil, le premier producteur de café au monde. Sur le livre de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en novembre valait 1807 $ vendredi à 11h15 GMT contre 1790 $ le vendredi précédent à 10h GMT, mais pour livraison en septembre. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre valait 144,75 cents contre 141,10 cents 7 jours auparavant. Après leur spectaculaire progression de la semaine dernière, les cours du cacao sont repassés dans le rouge cette semaine, décrochant fortement lundi sur fond de prise de bénéfices avant de parvenir à se stabiliser. Malgré cet accès de faiblesse, les perspectives pour les prix du cacao à moyen terme sont restées plutôt encourageantes en raison d'une production plus faible que prévue en provenance d'Afrique de l'Ouest lors de la saison 2015-2016 finissante. Vendredi à Londres, la tonne de cacao pour livraison en décembre valait 2387 livres sterling contre 2455 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en décembre valait 3044 $ contre 3114 $ 7 jours plus tôt. Les cours du sucre ont continué à monter lentement mais sûrement cette semaine, bénéficiant comme le café d'informations sur une vague de froid au Brésil, le premier producteur de sucre au monde. La livre de sucre brut est ainsi montée mercredi à New York jusqu'à 20,94 cents avant de repartir en nette baisse. Ce petit accès de faiblesse n'a toutefois pas empêché les cours de finir en hausse sur la semaine. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 538,90 $ contre 534,50 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 20,57 cents contre 20,03 cents 7 jours auparavant. Retrouvons maintenant notre chroniqueur Kazmik Bidjo pour notre discussion du jour. Et c'est juste après la petite transition. Bienvenue Kazmi sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, il y a une société saoudienne qui va acheter 120 000 hectares de terre au Niger. Pourquoi cette cession ? Pour davantage accroître la production agricole. En effet, ce pays sahélien ne bénéficiait pas trop d'assistance de la pluviométrie et également le peuple nigérien n'a pas suffisamment travaillé pour nourrir, pour s'assurer donc la sécurité alimentaire et donc l'État a fait appel aux multinationales pour venir squatter un peu l'agriculture dans ce pays et donc la zone du sud-est, précisément la localité de Difa, va donc céder cette terre, environ 120 000 tonnes, du moins hectares. Oui, voilà, 120 000 hectares de terre pourront donc être concédés aux Saoudiens pour pouvoir permettre de relancer l'agriculture afin d'assurer la sécurité alimentaire. Justement, quel impact tout ceci peut avoir dans le pays ?
13 000 emplois au total sont prévus pour être donc créés dans ce pays dès que le contrat arrivait à son terme. Il y a également des écoles et des centres de santé qui seront construits dans la localité et le pays pourra également bénéficier de cette assistance du pays, des Arabes. Il y a également 70 mégawatts d'énergie électrique qui seront construits parce que, au-delà de la production agricole, les Saoudiens comptent installer l'industrie agroalimentaire pouvant permettre de transformer, pouvant permettre donc d'ajouter de la valeur donc, à la production agricole. On annonce également que durant l'année, chaque année, le pays pourra bénéficier entre 500 millions et 1 milliard donc, en termes d'apport donc de ces sociétés-là à l'économie et à la fiscalité qui verra aussi son flux. Et enfin, l'État pourra mieux compenser ce déficit en termes de production agricole. Donc, au total, le pays pourra s'en sortir avec beaucoup plus de céréales que d'habitude. Beaucoup plus de céréales, mais est-ce que le Niger ne serait pas en train de perdre une partie de sa souveraineté territoriale? Bien sûr, Inès, c'est d'ailleurs ce qui a cours en Afrique. Il faut dire, en tout temps et en tout lieu, les États ont cédé de façon diplomatique leurs terres pour pouvoir quand même récolter. Le Niger, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà des champs au niveau des minerais qui ont été déjà cédés à des Français, à des Britanniques et bien d'autres, à des Chinois. Et donc, ce n'est pas la première fois. Si cela va contribuer à la sécurité alimentaire, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Et mieux, aujourd'hui, l'insécurité alimentaire à Gaïa sont pleins dans le désert. Et il y a aussi la zone qui est menacée de Boko Haram, tout ça. Et donc, s'il faut mettre cela à la disposition de l'économie, une économie positive, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, si l'État va perdre une partie de sa souveraineté territoriale au profit donc, de la sécurité alimentaire, je crois que le peuple aura gagné beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas une menace avec le terrorisme qui sévit dans cette région précisément? Oui, et ce seraient les efforts de ces multinationales à l'effort donc de lutter contre le terrorisme au Niger. Je crois que beaucoup de choses pourront être transformées dans cette zone-là et pourquoi pas voir dans quelle mesure transformer l'idéologie de ce terrorisme peut-être en champ de production. Qui sait, on croise le doigt avec le Niger pour voir ce que cela va donner. En tout cas, on souhaite que ce projet aboutisse et crée autant d'emplois que vous l'avez dit. Merci beaucoup, Kazmi Kouidior. On vous retrouve mercredi prochain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. Au revoir.